Je me rends compte que on peut connecter les deux. Que je peux transporter mes valeurs, mon sens, mes idées à l'intérieur même de mon job. Donc là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On a l'impression de se reconnecter, de redevenir une personne un peu complète, ouais. Tu marches sur le chemin, tu fais un dernier pas, on est en juin 2007, le ciel est bleu, et un mois après, le pas suivant, on est dans le gouffre. La littérature permet de faire un pas de côté, permet de dire des choses que je ne peux pas écrire sur mon compte LinkedIn ou dans la presse. Je crois que ça permet de porter un message d'une autre façon, plus libre. Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Épisode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elle et il sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes. Ils font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Mon invité semble savoir réconcilier les contraires comme personne. Avec lui, la finance n'est plus l'ennemi, comme a dit l'autre, mais la solution. Un Marseillais peut être à l'aise avec la vie parisienne, on peut être dirigeant au sein d'un grand réseau bancaire et vouloir travailler avec des ONG, on peut faire des études scientifiques tout en étant littéraire. Avec lui, le businessman réussit à être un artiste, le financier, un écrivain. Bonjour Philippe Zawati. Bonjour Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Tu es directeur général de Mirova, une société de gestion dédiée à l'investissement durable qui vient de fêter ses 10 ans. Absolument. Tu es au board de VVF, tu es au board de Mouvement Impact France, tu es au board de la communauté des entreprises à mission. Oh là là, non, je t'ai plus. Non, tu es membre du comité des parties prenantes de ADP. Tu soutiens activement des projets comme les magazines So Good et Chute. Ton dernier roman vient de sortir et tu travailles à ton prochain livre. Est-ce que tu as peur de t'ennuyer ? Oui. Oui, la réponse est oui. En fait, le problème, c'est que je ne connais que 2 modes, en fait, dans mon existence, dans la vie, je veux dire. L'hyperactivité ou la dépression profonde. Et donc, comme j'essaye de faire en sorte d'être au moins 90% de mon temps plutôt sur l'hyperactivité que sur la dépression profonde, évidemment, oui, j'ai un peu peur de m'ennuyer. J'ai peur de m'ennuyer et surtout de pas utiliser tout le potentiel. Alors c'est pas sans prétention aucune, on a tous beaucoup de potentiel et je pense que un des enjeux de la vie c'est ça, c'est utiliser son potentiel au mieux, au maximum pour vivre vraiment et puis faire avancer les choses qu'on pense être importantes. Et alors ça, c'est une préoccupation que tu as chaque matin, par exemple, ou chaque année, tu viens faire le point? Non, je suis pas trop du genre à faire des bilans de début d'année ou des plans. Chaque matin, je pense pas en me rasant à devenir X ou Y ou président de la République. Non, je crois que c'est surtout une dynamique. C'est le flow, quoi. C'est plus le flow du quotidien, de la vie, des projets, des rencontres aussi. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je vois quelqu'un, que je prends un café avec quelqu'un, que je déjeune avec quelqu'un, j'ai 10 idées derrière, dont peut-être une ou deux va se réaliser. Donc peut-être à la fin de ce podcast, j'aurai 10 nouvelles idées, dont quelques-unes vont se réaliser. Ah bah écoute, souhaitons-le, et on en parlera peut-être. J'ai parlé de Marseille dans mon intro parce que tu es Marseillais. Absolument. Je suis né à Marseille. Ouais, et tu as grandi là-bas ? J'ai grandi à Marseille, j'ai vécu pendant 20 ans à Marseille et je détestais cette ville parce que je vivais comme beaucoup de Marseillais vivent aujourd'hui, c'est-à-dire dans des quartiers, aller à la frontière de ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille, dans des conditions qui n'étaient pas extraordinaires et on se rend pas compte quand on est jeune, quand on est adolescent. La mer est à côté, très bien, ok. Parfait, mais on voit surtout le reste, les difficultés. Le collège dans lequel j'étais, alors, ça s'invente pas, il s'appelle le collège Versailles. Ce collège est classé dans les 0,5% les pires collèges de France dans le classement que sort le Figaro chaque année. Donc voilà, moi je sais d'où je viens en fait, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est simplement pour dire qu'effectivement la beauté du ciel, du soleil, de la ville, je ne l'ai pas perçue pendant mon adolescence comme je le perçois aujourd'hui. J'adore retourner à Marseille aujourd'hui. C'est quoi ton tout premier souvenir ?
Oh, tout premier Celui souvenir. qui te vient quand je te pose la question. Ouais, j'ai des images du balcon de l'appartement de mes parents quand j'étais tout petit avec un je sais pas, un tricycle ou un truc comme ça. Enfin, c'est voilà. Tu parles de tes parents dans ton roman, Les refus de Grigory Perelman, sur lequel on reviendra. La place des parents est centrale. Oui. Comment c'était avec les tiens ? C'était très bien. Mes parents sont arrivés en France en 1962. Donc d'Algérie, ce sont des Juifs d'Algérie, donc j'ai retrouvé toute ma lignée en fait en faisant un petit peu de recherche généalogique. J'ai retrouvé dans les archives françaises un certificat de mariage de mon aïeul qui s'appelait Michael Zawati en 1850 dans la Casbah à Alger. Donc en fait j'ai une histoire de plusieurs siècles probablement de mes ancêtres en Algérie. Et mes parents, comme tous les Juifs d'Algérie, sont devenus français en 1870 grâce à ce qu'on appelle le décret Crémieux. Crémieux était ministre de la Justice et il a décidé il a proposé, il a suggéré, il a fait voter il a fait un décret qui a naturalisé l'ensemble des Juifs, les 30 000 Juifs d'Algérie à cette époque-là. Et donc, de fait, mes parents sont nés français et en 1962, au moment de l'indépendance d'Algérie, ils sont partis comme l'ensemble des rapatriés d'Algérie et se sont retrouvés en France. Ils se sont rencontrés en France d'ailleurs et ils ont chevillé au corps cette idée de l'intégration en fait. Mes parents, ils m'ont élevé avec ça, avec cette idée qu'il faut s'intégrer et qu'il faut faire partie de la France. Et donc quitte juste presque à cacher en fait d'où l'on vient et qui l'on est en fait. Et donc une croyance extrêmement forte en la méritocratie, en l'école. J'ai été poussé dans les études jusqu'au plus loin, le plus haut degré. Et donc voilà, je leur dois tout quoi. Écoute, tu as matérialisé en tout cas leur vision. Absolument. Semble-t-il. À part l'école, tu faisais quoi ? Pas grand-chose. Alors par exemple, je ne lisais pas. Je dis ça parce que ça me surprend toujours quand je le dis, puisque maintenant je ne pourrais pas imaginer la vie sans lecture. Mais je lisais très peu parce qu'en fait chez moi il n'y avait pas de bibliothèque. Alors on m'avait acheté, mes parents avaient fait l'effort d'acheter des livres pour moi en fait. Donc les premiers livres que j'ai lus c'est l'intégrale de Marcel Pagnol quand j'étais adolescent. Local. Mais je lisais assez peu. Et donc voilà, j'étais assez solitaire. Je pensais beaucoup tout seul, je joue aux échecs. Ouais. Voilà, c'était ça mon quotidien. D'accord. Donc tu étudiais le Tartacover ou tu jouais en amateur ? Je jouais avec les tout premiers ordinateurs, les tout premiers ordinateurs jeux d'échecs à écran à cristaux liquides où on appuyait sur les touches pour jouer. Et donc effectivement, j'étais passionné les idoles, c'était effectivement les grands joueurs d'échecs, les Fischer et Kasparov après. Et puis j'étais passionné par la politique assez tôt. D'accord. Donc j'ai été bercé par le journal de 13h, moi depuis tout petit. Mon père rentrait à midi. Il travaillait, était chef comptable et tous les midis il rentrait à la maison et une fois qu'on avait fini de déjeuner, il prenait son café devant le journal de 13h et moi je regardais le journal de 13h avec lui tous les jours. Et ça m'a vraiment bercé dans toute mon adolescence et mon enfance sur l'importance de ce qui se passe dans la société, de la politique, des grands débats, des questions syndicales, voilà. Donc et donc j'ai eu cette fibre très sociale aussi assez vite. Et donc moi effectivement je dis toujours mon idole à cette époque-là, c'était pas Bono, c'était Jacques Attali. Mmh. Donc voilà. Que tu as rencontré depuis. Que j'ai rencontré plusieurs fois depuis, oui. Et tu voulais faire quoi, enfant, comme métier ? Je voulais faire journaliste. Intéressant. Je voulais faire journaliste. Et tu retrouves un peu ça maintenant que tu as... J'ai fait... oui, je reviens progressivement vers ce que j'ai envie de faire maintenant. Enfin, j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir faire des choses qui m'intéressent et que j'ai envie de faire. Ce qui est... après être passé par des phases où j'ai fait des choses qui m'intéressaient probablement moins. C'est-à-dire que j'ai fait des maths parce que j'étais bon en maths. On est dans un système, on le connaît, un système éducatif qui fait que quand on est bon en mathématiques,
on doit faire des mathématiques. Donc moi, quand j'étais au lycée, il se trouve que j'étais très bon en maths, mais j'étais très bon en littérature et en histoire aussi. Bon, j'étais un bon élève, quoi, voilà, comme un peu. Et simplement, malheureusement, le système ne regarde pas le côté bon en littérature et en histoire. J'ai été lauréat du concours général en histoire, quand même, c'est pas rien. Donc voilà. Mais pour autant, le système m'a poussé naturellement vers des classes préparatoires en mathématiques. Et donc, je suis allé vers ça, et puis ensuite vers la finance aussi, un peu comme par le flow, quoi, hein, sans vraiment faire de choix. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, j'essaye de revenir à ça en écrivant, en animant des podcasts, en faisant ce genre de choses-là, oui. Et j'ai cru comprendre que tu écrivais déjà, enfant. J'ai commencé à écrire, effectivement, à l'école primaire, oui. Les premiers écrits, c'est sans doute au CM1. CM1, j'écrivais des poèmes au CM1. Et moi, je les envoyais à mon institutrice qui me les faisait lire en classe, oui. Tu les as gardés pour les archives Oui, bien sûr. Bon, j'imagine. À vrai dire, il faut que je demande à mes parents. Je ne les ai pas, mais je pense que mes parents les ont gardés. Donc je comprends mieux le parcours. Et c'est marrant, c'est des échanges que j'ai déjà eus avec des littéraires, non pas contrariés, mais qui n'ont pas pu se réaliser à ce moment-là. C'est ça. Et ils y reviennent après, certains plus tôt. Toi, oui. tu regoutes à ça maintenant. Alors, je suis très content parce que mes enfants sont des littéraires. Ah. Ils ont tous les deux, alors l'un une licence de littérature et l'autre est en maîtrise de lettres aujourd'hui à la Sorbonne, et il envisage de faire une thèse sur Rabelais. Donc, je suis le plus heureux des pères. Et est-ce qu'ils étaient bons en maths aussi? Et alors, il se trouve que lui, il était bon en maths aussi, mais il a décidé de faire une cagne après son bac. Peut-être on est dans des générations un peu différentes. Si ça se trouve, effectivement, l'éducation a un peu changé. Mais oui, il a vraiment fait un choix. C'est quoi ton tout premier job ? Mon tout premier job, j'ai travaillé pendant que j'étais étudiant. Ouais. Celui qui paye les vacances ou les... Oui, mais même pas en job d'été. Non, j'ai jamais vraiment fait ça. J'ai jamais vraiment fait ça. J'ai fait un job. J'ai eu la chance de faire assez vite quand je suis arrivé à Paris, et donc que j'ai commencé mes études à l'ENSAE. Je me suis impliqué très vite dans ce qu'on appelle la junior entreprise de l'école. Et donc j'ai pris des responsabilités dans la junior entreprise, et j'ai eu quelques contrats assez vite. Qui m'ont pas mal aidé d'ailleurs à financer mes études, parce que c'était pas facile. J'avais une bourse, mais elle suffisait pas à couvrir tout, et donc j'ai eu des premiers contrats. J'en ai deux en tête. Il y en avait un qui était avec le Crédit Agricole, et je travaillais, c'était Tour-Montparnasse. C'était la première fois que je travaillais vraiment dans un bureau. Et puis le deuxième, qui était plus marquant, plus fort, c'était avec la fondation ATD Quart Monde, où on avait fait une étude statistique sur la pauvreté en France. C'est marrant, du coup, maintenant, dit avec un peu de recul sur ton parcours, c'est assez éclairant, cette fibre entrepreneuriale et les activités que tu as eues à ce moment-là. Oui, alors, fibre entrepreneuriale, oui et non, à vrai dire. Enfin, franchement... guidé là-bas dans le... Oui, très franchement, je me sens pas, contrairement à beaucoup aujourd'hui, je vois ce que c'est quand un entrepreneur aujourd'hui. J'ai jamais été vraiment comme ça, au sens entrepreneur, c'est-à-dire celui qui prend tous les risques, qui démarre à zéro et qui part d'une feuille blanche. Et très honnêtement, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est pas trop de ma génération. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur ou école de commerce, l'entrepreneuriat, les gens rêvaient pas de devenir entrepreneur, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les écoles de commerce. Parce que les mythes sont arrivés depuis. Aujourd'hui, les risques imaginaires. Les risques ont changé, les imaginaires ont changé, et on rêvait d'être trader, de travailler dans une banque, c'était ça le rêve, ou dans une consultant, etc. Mais pas trop. Donc je suis entrepreneur, mais je suis pas un entrepreneur. Voilà, je me sens pas la capacité de prendre les risques au sens de. Je sais pas, j'aurais sans doute un peu peur. Disons que je suis assez risque averse, comme on dit. Un peu plus, et en tout cas assez émerveillé par l'entrepreneuriat extraordinaire de beaucoup de jeunes aujourd'hui. On reboucle avec ton parcours pro. Après être passé par plusieurs grandes institutions financières, tu arrives chez Natixis Asset Management en 2007. C'est ça. Et tu es en charge du développement commercial. Et je reprends un mot, un de tes mots que j'ai lu. Ton rôle est de trouver de nouvelles idées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment ? Oui, parce que alors j'arrive à un moment absolument incroyable en fait. Il y a des moments où il y a
voilà, des pivots. Des pivots du destin qui se passent. J'arrive chez Natixis Asset Management pour le premier vrai grand rôle de direction de ma carrière, en fait. C'est la première fois que je suis membre d'un comité de direction. Je suis le numéro 2 de la boîte, et une grande boîte. Voilà. Et j'arrive le 1er juin 2007. Et le 1er juin 2007, c'est exactement comme si tu te promènes et tu es au bord du gouffre. Et c'est le dernier pas que tu fais avant le gouffre. Les marchés financiers sont exactement dans cette situation-là. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Tu marches sur le chemin, tu fais un dernier pas, on est en juin 2007, le ciel est bleu, tout va plus ou moins bien. Alors il y a évidemment des signes avant-coureurs, et il y a Roubini qui a déjà dit que tout allait s'écrouler. Mais franchement, personne n'y croit vraiment. Et un mois après, le pas suivant, on est dans le gouffre. On est dans le gouffre, le marché financier explose dans tous les sens et voilà. Et donc j'ai prévu de partir aux États-Unis en vacances avec ma famille. Je pars en vacances avec ma famille et je me retrouve effectivement sur les routes américaines et à me réveiller à 5 heures du matin pour faire des calls pour essayer de sauver ce qui est sauvable parce que effectivement on est dans le gouffre. Voilà. Et donc évidemment, c'est un moment un peu particulier où on a intérêt à trouver des nouvelles idées vite, si on veut pas mourir, parce que vraiment, il y en a d'ailleurs, il y a des banques qui ont disparu. Lehman Brothers, on connaît, mais en France aussi, Dexia. Je sais pas si ceux qui se souviennent de Dexia n'existe plus et est une boîte qui est morte pendant cette période-là. Et Natixis n'était pas très très loin de cette situation. Et puis, c'était aussi une situation particulière. Donc, d'une part, premier poste de direction. Deuxième, un moment très particulier. Et puis aussi parce que c'était une boîte en création. Natixis venait d'être créée, en fait, par la fusion des activités de gestion d'actifs et de banques, des banques populaires et des caisses d'épargne. Et donc, il fallait inventer une nouvelle histoire. On a une nouvelle marque. Qu'est-ce qu'on y met? Comment est-ce qu'on la nourrit? C'est quoi le narratif qu'on crée autour de ça? C'est là que tu croises la finance dite responsable? C'est là que je croise la finance responsable. Alors, par là aussi, un mélange de choses, de rencontres et d'événements divers. Donc, d'abord, effectivement, un élément de choc. La finance s'écroule et elle fait s'écrouler avec elle toute l'économie. Et elle se retrouve dans une situation de coupable. Et donc les financiers avec la finance se retrouvent dans une situation coupable. Voilà ce que j'ai raconté souvent. On va dans des dîners en ville et on a l'impression d'être pire qu'un marchand d'armes parce qu'on est financier. On dit même plus qu'on est financier parce que c'est pas bien. Voilà. Donc il y a ce premier élément-là. Et quand on a des enfants qui ont 14-15 ans à ce moment, évidemment, c'est encore pire, j'allais dire, parce qu'on a le regard d'une nouvelle génération qui arrive et qui se dit « mais qu'est-ce que tu fais, quoi, c'est quoi ton job ?» Donc il y a ce premier élément-là, prise de conscience. On peut dire crise de la quarantaine, on peut mettre tout dedans. Enfin voilà, en tout cas, un moment où on se dit « est-ce que ce que tu as fait ces 20 dernières années était bien? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose de nouveau ?» Donc, moment charnière. Ensuite, des rencontres, des gens qui commençaient à réfléchir à ces sujets-là. Et puis des gens aussi qui étaient contre tout ça. Enfin voilà, je remercie beaucoup les gens qui étaient contre. Ouais, on se construit souvent. Parce que c'est comme ça que j'ai écrit le premier bouquin en 2009 qui s'appelait Investir responsable. C'est grâce à tous les gens qui m'ont dit que ça servait à rien. Sinon, je n'aurais pas écrit. Tu t'es demandé comment les embarquer? Je me suis demandé pourquoi j'arrivais pas à les convaincre, comme souvent quand on a l'impression qu'on a une idée qui paraît être logique, qui paraît être de bon sens, et qu'on se retrouve confronté à des oppositions très fortes, on se dit mais alors soit je me suis trompé, soit j'ai raté quelque chose, soit j'ai pas trouvé les bons mots et la bonne façon de les convaincre. Et donc du coup, pour répondre à ça, effectivement, j'écris généralement, à la fois pour me convaincre moi-même que mes idées sont les bonnes. Et puis ensuite pour essayer de convaincre les autres. Et là, tu sais que tu es à l'intérieur d'un système. Donc tu viens avec cette idée nouvelle qui germe à plusieurs endroits, j'imagine, et en France et dans le monde. Je comprends que tu t'es projettes, c'est pas forcément une question que j'ai préparée, mais je comprends que tu t'es projettes toi aussi personnellement, parce que ça fait écho à plein de choses. Alors oui, c'est important ce point-là, parce que c'est un sujet d'alignement personnel. Et ça, quand on le trouve,
c'est comme si on avait découvert la lumière. Il y a des gens qui ont une épiphanie et qui découvrent la foi. Là, c'est un peu la même chose. Après avoir, pendant 20 ans, vécu des vies parallèles, parce qu'en fait, c'est ça que je faisais. Je vivais une vie au boulot, où je faisais de la finance, sans me poser de questions, sans même imaginer un moment que ça pouvait avoir un rôle quelconque, un lien quelconque avec le reste de ma vie. Et puis, quand je rentrais chez moi le week-end, je faisais du militantisme politique. Donc, j'ai été candidat à des élections, j'ai fait du militantisme sur des sujets très orientés, très sociaux, un peu écologistes aussi, mais voilà. Donc, et à aucun moment, je me suis dit qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux. Et puis là, tout à coup, je me rends compte que on peut connecter les deux. Que je peux transporter mes valeurs, mon sens, mes idées à l'intérieur même de mon job. Donc là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On a l'impression de se reconnecter, de redevenir une personne un peu complète. Complète, ouais. C'est vrai qu'on peut passer sa vie, tu vois, à travailler. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je suis assez admiratif des jeunes qui, ceux d'AgroParisTech ou d'autres qui disent, outre le fait qu'ils disent qu'ils veulent démissionner, mais peu importe les termes, mais en tout cas, qui se disent d'emblée, dès le début, on veut faire cet alignement. On n'imagine pas notre carrière sans être aligné avec nos valeurs. C'est très bien. Le moment est un peu différent aussi. Enfin, je pense que nos consciences respectives, intersubjectives et collectivement ont beaucoup évolué. Bien sûr. Parce que les problèmes sont tombés au fur et à mesure sur nous. Difficile maintenant de les mettre sous un tapis. Donc ça devient un impondérable presque d'essayer de se réaligner tant que faire se peut. C'est sûr que là maintenant on est confronté à des choses qui paraissent tellement énormes, des problèmes qui paraissent tellement gigantesques que oui, on voit pas comment ne pas les regarder, ne pas s'en soucier, mais bon, je pense que il y a 20 ans, 30 ans, il y avait d'autres sujets. Je veux dire, je crois aussi que la mentalité a changé. Il y a ce côté, on parlait du côté entrepreneurial. Il y a d'un côté effectivement une envie d'être entrepreneur et puis une envie de sens. C'est les deux grandes tendances. Donc tu réunis les deux, tu crées Mirova au sein de Natixis en 2012. Voilà. Avec quoi tu pars ? Je pars avec, d'abord, principalement une idée qui est, on peut faire de l'investissement avec une très forte conviction, en essayant de mettre la finance au service de l'intérêt général. Et donc, je pars avec cette idée-là et quand même quelques milliards et quelques dizaines de personnes. Alors, dit comme ça a l'impression de partir avec beaucoup, mais en fait, c'était pas beaucoup. En fait, il faut voir que Natixis Asset Management, à ce moment-là, donc, est un des leaders de la gestion d'actifs en France et en Europe. Donc, on gère environ 300 milliards d'euros. Et je fais un petit découpage de ça. Je pars avec 1% de ça. 3 milliards sur 300 milliards. Donc, on prend 1% et on se dit, avec ça, on va essayer de démontrer qu'on peut faire de la finance responsable. Et j'embarque une quarantaine de personnes avec moi. Voilà. Et avec, franchement, la confiance d'un Natixis qui me dit, vas-y, allez, si tu as une idée, on va te laisser faire. Et voilà, et beaucoup de gens qui regardent ça avec un œil un peu étrange en se disant, quelle drôle d'idée, quoi. Donc là, t'es le premier ou un des premiers sur le marché. Il y a quelques pionniers, non ? Enfin, je sais pas, on n'est pas les seuls. Ouais, il y avait déjà avant quelques petites boîtes qui s'étaient créées, beaucoup très orientées sur les clean tech, sur l'environnement. Il y a un certain nombre d'acteurs de la finance éthique qui existaient déjà précédemment. Il y avait des fonds d'investissement responsable qui avaient été créés par la Caisse des dépôts dès les années 90. Donc il y a un historique qui existe. On s'inscrit dans une continuité. Mais c'est vrai que la création d'une structure totalement dédiée à l'investissement responsable, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, il y en avait très peu. Et 10 ans après, à peine plus, quand tu te retournes, c'était quoi les plus grands défis auxquels tu as dû répondre ? Il a fallu passer d'abord une première étape pendant plusieurs années qui était personne ne s'intéressait à ça. Il y avait une espèce d'accueil neutre, au mieux. Au mieux neutre. Enfin, les gens ne s'y intéressaient pas du tout. Et donc, ça, c'est la première phase qui était un peu dure, parce qu'elle dure de
2012, donc 2012 au moment où on lance la marque Mirova, jusqu'à l'accord de Paris en 2015. Les premières années sont des années quand même de vaches maigres pour tout ce qui est écologie. C'est l'époque où on est après Copenhague, donc la COP de Copenhague qui a été un échec, et donc on se dit ça va pas, on voit pas trop d'issue. C'est l'époque où un président de la République en France dit l'écologie ça commence à bien faire. Donc on est plutôt dans une phase de reflux, de repli. Et d'ailleurs, pour être la conséquence de ça, c'est que la COP 21, personne ne voulait l'organiser. Il faut bien le dire. La France, c'est le seul pays à avoir levé le doigt finalement pour organiser cette conférence internationale, parce que tout le monde pensait que ça allait être à nouveau un échec. Donc 2015 marque un moment clé, un moment de rupture. Et donc avant, effectivement, il a fallu passer cette phase, oui, je trouve le mot, cette phase d'indifférence en quelque sorte. Il y a une phase d'indifférence. La traversée du désert. Et donc cette traversée un petit peu de cette phase-là et de tenir en disant, nous on veut avancer. Et puis ensuite, l'autre défi, c'est essayer de vraiment tenir sur des convictions fortes. Y compris d'embarquer ses collaborateurs sur on veut garder une conviction extrêmement forte. Voilà, donc pas de compromis trop fort. Mais quand même quelque part qui permettent de se réaligner avec des gens et leurs problématiques, ou peut-être leur permettre aussi de faire moins de chemin pour venir jusqu'à vous. C'est ça. Mais bon, encore une fois, il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, on se rend moins compte, parce qu'aujourd'hui, on a des dizaines de personnes qui frappent à notre porte pour venir travailler chez Mirova, beaucoup de jeunes, et d'ailleurs, je dis souvent que c'est ma fierté principale, mais c'était pas le cas à l'époque. On est parti avec une quarantaine de personnes qui avaient envie de faire ça, mais qu'il a fallu quand même convaincre que cette recherche de conviction forte était vraiment le bon chemin à prendre pour réussir. Tu parles d'ailleurs de bataille culturelle gagnée. Oui. Tu sembles l'exprimer là. Ouais. Qu'est-ce qui vient après la bataille culturelle ? Il faut gagner la vraie bataille après, une fois la bataille culturelle. Il faut gagner la bataille des faits, la bataille des actes. Et puis éviter le reflux, éviter de s'asseoir en quelque sorte sur ces lauriers de bataille culturelle. Et puis surtout, une bataille culturelle, on la gagne, mais elle peut nous être confisquée. C'est ça le problème d'une bataille culturelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, la bataille culturelle de l'investissement durable, l'investissement responsable, oui, elle est gagnée. Parce que plus personne aujourd'hui, c'est un certain nombre de personnes aux États-Unis, notamment des ultra-républicains, disent aujourd'hui que c'est horrible la finance responsable. Mais si on regarde en Europe, par exemple, aujourd'hui, plus personne va dire que la finance responsable, c'est quelque chose qui est mauvais ou qu'il ne faut pas le faire. Donc c'est sur toutes les tables, dans toutes les bouches, dans toutes les conférences, tout le monde dit qu'il fait de la finance responsable. Donc on a gagné cette bataille-là. Simplement, quand on dit qu'on l'a gagnée, ça veut dire que tout le monde se l'est approprié. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose, ce qu'on appelle la généralisation, le mainstreaming, comme disent les Anglais. Mais il faut éviter de se la faire confisquer, cette victoire, par des gens qui vont l'utiliser différemment, qui vont l'utiliser pour en faire une façon de diluer ça, de digérer en quelque sorte cette finance durable pour continuer un business as usual. Donc il faut passer à l'étape suivante et donc se dire maintenant, ok, très bien, vous dites que vous en faites, allez, démontrons-le. Et donc je pense que le rôle des pionniers, il continue à être important. Donc c'est pour ça que tu as cette casquette d'activiste ? Pour surveiller un peu ce qui se passe ? C'est ce que j'ai écrit sur mon compte LinkedIn, effectivement, activiste de la finance durable. Et je pense que oui, parce que j'ai toujours conçu cette vie professionnelle depuis 10 ans avec Mirova comme un acte politique. Au bon sens du terme, pas un acte partisan, mais un acte politique. C'est-à-dire qu'on fait ça avec une vue, avec une mission. C'est pour ça qu'on est devenu aussi société à mission. On n'est pas juste là pour faire des choix d'investissement et savoir si on investit dans l'entreprise X ou l'entreprise Y. On est là parce qu'on a une vision de ce que la finance doit apporter à la société. Tu nous as parlé d'Investir responsable, que tu as écrit en 2009. Oui. Là, on est sur tes domaines d'expertise. En 2011, tu as écrit ton premier roman, La fumée qui gronde, dans lequel un financier comblé va connaître une profonde crise existentielle. Le déclencheur, on s'en doute, c'est celui de la crise, mais tu l'as écrit 3 ans après. Je l'ai écrit un petit peu après, parce que c'est le temps
d'écriture. Je j'écris pas, enfin, je n'ai pas le temps d'écrire très vite, et donc il me faut 2 ans pour écrire un livre à peu près, hein, un roman en tout cas. Et quand je suis rentré un soir chez moi pendant la crise financière, on dînait en famille, et j'ai raconté que l'un des collaborateurs de la banque s'était fait virer manu militari, mais manu militari au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on était venu le chercher dans une réunion et qu'on l'avait sorti de la banque. Et mon fils, qui était ado, me dit ah ben papa, puisque tu as toujours voulu écrire des romans, là maintenant t'en as une histoire. Et donc je pouvais plus reculer, j'étais obligé d'y aller. Et donc j'ai écrit cette histoire. J'ai écrit cette histoire de ce trader de chez Lehman Brothers qui se fait virer, qui part avec son carton et qui décide de faire un road trip, de partir d'abord avec son fils, et puis ensuite dans l'endroit qui me faisait toujours rêver, qui est les chutes Victoria. Et donc il part aux chutes Victoria, d'où le titre du bouquin qui s'appelle La fumée qui gronde, parce que dans la langue locale, la fumée qui gronde, donc c'est le nom des chutes Victoria. Ça s'appelle Mosi Otunya dans cette langue, et ça se traduit par la fumée qui gronde. Et tu passes à la fiction parce que quoi, tu voulais écrire un roman, ou tu te dis c'est un outil qui est utile J'ai toujours voulu écrire, toujours été passionné par ça, et donc c'est un rêve d'écrire un roman et de publier un roman. Donc ça, c'est clairement vraiment une aspiration personnelle. Mais au-delà de ça, c'est très utile. C'est très utile parce que, et je l'ai refait à plusieurs autres moments, parce que bon, ça c'est des romans qui sont évidemment un poids autobiographique très fort, comme on peut imaginer, mais qui ne sont pas du tout de l'autofiction. J'aime pas l'autofiction, c'est vraiment du roman. Mais ça permet de faire un pas de côté. La littérature permet de faire un pas de côté. Permet de dire des choses que je ne peux pas écrire sur mon compte LinkedIn ou dans la presse. Je crois que ça permet de porter un message d'une autre façon, plus libre. On reviendra peut-être sur ces modalités de narration un peu plus tard. Je reviens quand même sur ton troisième roman, Les refus de Grigory Perelman, qui part d'une histoire vraie. Donc c'est un mathématicien russe qui résout une des plus grandes énigmes des mathématiques, la conjecture de Poincaré. Absolument. Sur laquelle s'escriment sans succès les meilleurs mathématiciens depuis près de 100 ans. Donc il doit recevoir la plus haute récompense en mathématiques, qui est la médaille Fields, l'équivalent du Nobel, et une récompense d'$1 million. Donc, absolument. Et il va tout refuser. Il va tout refuser, oui. Alors c'est encore un personnage qui prend un peu ses distances avec son milieu. Qui prend complètement ses distances. Alors bon, qui est très probablement un autiste Asperger, hein, donc qui a un comportement et une capacité à socialiser qui est assez particulière, voire difficile, mais qui effectivement prend des distances avec le milieu de la recherche et le milieu des mathématiques, parce qu'il considère que ce milieu-là, en quelque sorte, l'a trahi. Alors pourquoi est-ce qu'il considère que ce milieu l'a trahi ? Parce que d'abord, il s'éloigne pendant 7 ans de ce milieu-là, il s'isole complètement pour finaliser sa découverte. Il publie sa découverte, non pas dans une revue officielle, parce qu'il trouve que le mécanisme de ces revues officielles n'est pas très sain, et donc il publie ça comme ça, gratuitement, sur une base de données. Et évidemment, le monde académique reçoit ça de façon assez négative, en disant tu n'es pas passé par les fourches codines de la publication, donc on considère que c'est peut-être même pas vrai, quoi. Et donc il a fallu 2 ans, 3 ans pour que plusieurs mathématiciens finalement se penchent là-dedans et disent oui, il a vraiment vraiment résolu la conjecture de Poincaré. Et donc il a cette réaction un peu d'orgueil et de se dire oui, le monde des mathématiques ne me reconnaît pas. Et puis ensuite, effectivement, il voit que l'argent prend un rôle extrêmement important avec ce prix de l'Institut Clé d'$1 million, et ça ne lui convient pas. Il est passé, lui, il est russe, il a vécu ce moment assez dur de la Russie qui est en train de passer du monde communiste au monde capitaliste, avec un effondrement, un écroulement de la société à ce moment-là. Et donc il vit ce passage très difficile,
Et donc l'argent, en quelque sorte, fait irruption en Russie, et là fait irruption dans sa vie, et il le rejette aussi. Et puis il a tout un historique personnel de sa famille, lui aussi, famille juive en Russie, donc mise de côté, et du fait que finalement il n'a réussi que grâce à l'opiniâtreté de sa mère, qui a réussi à le pousser, à le faire rentrer dans les grandes universités, où il y avait des quotas. Et donc il a réussi à passer outre tout ça pour devenir un grand mathématicien. Donc une vie d'une richesse absolument incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur lui ? C'est quoi le déclencheur ? Moi, je voulais écrire sur un mathématicien. Alors c'est marrant parce que tu demandais tout à l'heure est-ce que mon fils était bon en mathématiques. En fait, c'était justement pour mon fils. D'ailleurs, ce livre est dédié à mon fils, à Sacha, parce que à cette époque-là, il était passionné de mathématiques avant de devenir un littéraire. Et donc je m'étais dit tiens, je vais écrire un livre sur un mathématicien. Et j'ai commencé à lire un certain nombre de biographies de mathématiciens, et je suis tombé un peu par hasard sur Perelman. Il y a un autre mathématicien extraordinaire qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui est un peu l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui a un peu une histoire similaire, qui a aussi refusé des prix. Donc voilà, donc j'ai commencé à découvrir quelques vies comme ça de mathématiciens. Perelman m'a intéressé, et puis par hasard, je suis tombé dans une biographie sur 2 lignes qui disaient le président de la conférence mathématique mondiale, qui s'appelle John Ball, va 2 jours à Saint-Pétersbourg pour essayer de convaincre Perelman de recevoir sa médaille Fields. Ça faisait 2 lignes sur une bio de 400 pages. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc, c'est vachement intéressant, je vais raconter ces 2 journées. C'est ce que je fais dans le livre, je raconte ces 2 journées. Et en fait, j'ai rencontré ce John Ball en plus. Voilà. Oui, parce que alors déjà, on visite un peu Saint-Pétersbourg. On sent que tu j'y suis allé 1 ou 2 fois, ouais. Et tu reconstruis les dialogues. Donc, tu les imagines. C'est ça. Entre les 2 personnages. C'est ça. Ouais, tu les reconstruis à partir de ce qu'il te dit, mais j'imagine que là, c'est quand même un exercice très particulier. C'est un exercice d'abord de recherche, de lecture et de recherche, parce qu'évidemment, il faut reprendre, parce que je suis pas, j'aime beaucoup écrire, j'ai plus de mal à inventer des histoires, j'y arrive quelquefois, mais j'ai besoin de m'appuyer sur un socle historique fort, et puis j'aime beaucoup l'histoire, et donc je me suis appuyé sur effectivement l'histoire de cette période aussi, de la Russie à cette période, et de la ville de Saint-Pétersbourg, effectivement, et puis construire des dialogues où effectivement il y a à chaque fois en même temps un peu un exercice de style dans chacun des romans, voilà. Oui, du coup tu explores différentes modalités là aussi. Différentes modalités, tout à fait, oui. Je vais lire un court passage des refus de Grigori Perelman. Quoi que l'on observe, aussi longtemps et aussi loin que l'on arpente la planète, le monde que l'on perçoit n'est rien d'autre qu'une partie de nous-mêmes. Nous avons l'essence du monde en nous, là, disponible et ouverte pour qui fait l'effort de la ressentir. C'est plus Perelman ou Philippe Zawadi qui parle? Il y a beaucoup de moi dans tous les livres. Je l'ai pas rencontré, Perelman, donc je sais pas s'il a dit ça un jour. Mais allez, imaginons qu'il aurait pu le dire. On imagine le dire. Alors, dans ton dernier roman, qui est sorti il y a quelques semaines, ou quelques mois d'octobre, mois d'octobre, Discours sur l'état de l'Union, tu imagines le discours annuel que le président américain tient devant le Congrès, que le nôtre fait maintenant depuis quelques temps, je crois. Oui, alors au niveau européen en tout cas, il y a effectivement un discours de l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne notamment. Alors Emmanuel Macron qui fait son discours devant les 2 chambres, c'est un peu la même chose. Mais ça ne s'est pas institutionnalisé. C'est vrai. Ça a eu lieu quelques fois. Je pense qu'il l'a fait 1 ou 2 fois, mais ça ne s'est pas institutionnalisé comme c'est le cas aux États-Unis et comme c'est en train de devenir le cas au niveau européen. Donc tu imagines ce discours qui tient devant le Congrès. Mais dans un peu plus de 10 ans, en 2034, c'est ça. C'est quoi le déclencheur là, du projet ? Alors là, le déclencheur, c'est un questionnement. Bon, c'est évidemment un questionnement sur le changement climatique aujourd'hui. On est dans une situation de crise. Et le questionnement, c'est de tout temps, les riches et les puissants, les seigneurs, les rois, les riches négociants, ont toujours réussi à échapper aux dangers et à faire supporter les dangers et les risques plutôt aux autres, aux pauvres. Alors comment ils faisaient pour échapper aux dangers ? Avec 2 stratégies simples, la fuite ou les murs. Donc soit en s'échappant, en prenant des calèches et en allant loin, soit en construisant des châteaux forts. Or, avec le changement climatique, ces 2 stratégies ne fonctionnent plus. Ça sert à rien d'aller loin, puisque de toute façon le changement climatique est partout, et construire des murs n'est pas très utile non plus.
Donc, ma question, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces riches et les puissants? Parce que je ne crois pas qu'ils vont accepter les choses comme ça. Hein, et donc, la caricature du riche et du puissant, c'est effectivement les États-Unis au niveau mondial. Enfin, c'est une image, hein, une allégorie. Et donc, comment les riches et puissants vont maintenant trouver une solution pour à nouveau s'échapper et faire supporter l'essentiel des risques aux autres? Et donc, c'est ce que la question à laquelle j'essaye de répondre à travers la voix du président des États-Unis qui se dit, voilà la stratégie que je vous propose. On n'en dira pas plus? On n'en dira pas plus, on laisse les gens lire jusqu'au bout. Alors, tu parlais du temps d'écriture, de recherche, donc ça te prend entre 2 et 3 ans. Comment tu t'organises? Est-ce que tu as une discipline à la Nicolas Mathieu ou d'autres à dire je vais faire 1000 mots par jour sur une période, ou comment tu fais? Je suis absolument pas discipliné, parce que je suis pas un écrivain. Nicolas Mathieu, il écrit des gros bouquins de 500 pages. Et donc moi, d'abord j'écris des bouquins plus courts. Et puis c'est pas mon job. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça à temps plein, peut-être un jour. Donc je suis pas discipliné du tout. C'est plutôt un processus assez erratique. C'est-à-dire que j'écris à tout moment, tout le temps, pendant des périodes très courtes, y compris sur mon téléphone portable. Donc j'écris pendant une demi-heure, 1 heure, voilà. Des fois 15 lignes, 20 lignes, 30 lignes. Et donc ça, c'est une première phase. Enfin, plus exactement, la première phase, c'est la construction dans ma tête de la structure. Je suis structuré, pas discipliné, mais structuré. Donc, je construis une structure et ensuite, j'alimente ma structure en écrivant par petits morceaux. Et puis ensuite, j'ai une dernière phase qui est une phase de compilation et de finalisation. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça prend effectivement pas mal de temps. Et sur la fin, tu fais beaucoup d'itérations avec ton éditeur qui t'aide un peu? Ça dépend de l'éditeur. Ça dépend de l'éditeur. Quand c'est un bon éditeur, oui, il y a quelques itérations. Et est-ce que les deux se nourrissent? Alors, j'imagine que toi, ça te fait du bien d'écrire en plus de ton activité, mais est-ce que tu as l'impression que les deux se nourrissent et font écho? Oui, d'abord parce qu'il y a eu au moins 2 de ces romans-là qui sont directement liés à mon activité. Tu parlais de La fumée qui gronde, qui était le premier, puis j'en ai écrit un deuxième qui s'appelle Applaudissez-moi pendant la crise, pendant le Covid, où je raconte la suite en fait de ce trader qui est parti de Lehman Brothers et puis qui se retrouve 10 ans après à avoir créé une boîte de finances responsable et qui est coincé dans son appartement de l'île Saint-Louis pendant le Covid et qui héberge une infirmière pendant cette période-là. Bon, donc d'une part, effectivement, mon activité nourrit quelquefois des idées de romans, mais pas toujours. Perlman n'a aucun rapport avec mon activité. Et à l'inverse, oui, je pense que l'écriture m'aide à réfléchir, à travailler, puis à prendre du recul aussi quelquefois. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, terme un peu pompeux. Créer des futurs désirables pour donner envie aux citoyens de changer leur mode de vie. Parce qu'on sent qu'il y a une inertie qui va être importante. Oui. Donc, comment on peut faire pour l'accélérer? C'est un peu ça la préoccupation. C'est ce à quoi contribue So Good, on peut en parler, mais j'ai aucun accord avec eux. Ou la série Un monde nouveau de Cyril Dion, par exemple, que tu soutiens avec Mirova. Tu penses que cette bataille culturelle, elle est gagnable à courte échéance? Je pense qu'en tout cas, cette question des imaginaires est importante. Alors, elle passe évidemment par de la fiction, donc ce que j'ai fait, ce que Cyril Dion fait, ce qu'il fait d'ailleurs en créant Utopia, qui est un nouveau studio qui est destiné à faire ça. Ça passe évidemment par les médias qui ont un rôle extrêmement important, qui aujourd'hui sont encore, je dirais, sur la crête. C'est-à-dire qu'ils commencent à parler pour beaucoup de changements climatiques, de solutions, mais en même temps, 2 pages plus loin, ils s'extasient du fait que le chiffre d'affaires de l'aviation a augmenté l'année précédente. Quand on lit les Échos, on a de la dissonance cognitive quasiment à chaque page, quoi. C'est assez étonnant. Donc oui, on a besoin, je crois, de tout ça. On aurait énormément besoin d'avoir un changement de narratif dans tout ce qui est publicité, ce qui est encore très loin du compte aujourd'hui. Donc on continue à avoir effectivement des imaginaires qui sont poussés par de la consommation à outrance. Donc oui. Alors est-ce que c'est gagnable? Je sais pas. Je pense qu'on a fait quand même des gros progrès et que c'est en tout cas essentiel. Ce serait quoi ton conseil créatif, toi qui as les journées très occupées? Comment tu fais pour
avoir une méthode ou un état d'esprit qui pourrait favoriser la créativité? Moi, je suis dans... mais bon, ça, franchement, je pense que chacun a sa réponse un peu personnelle à ça. Moi, je suis un hyperactif glandeur, en fait. C'est-à-dire que je prends beaucoup de temps pour m'arrêter. Beaucoup. Donc, je ne suis pas dans la frénésie, d'abord parce que physiquement, je n'y arrive pas. Alors maintenant, en plus, avec l'âge, encore moins, mais j'ai jamais été une force de la nature qui bouge tout le temps. Et donc, je donne l'impression, quand on voit tout ce que je fais, de faire des centaines de choses, et pourtant, je prends beaucoup de temps pour m'arrêter. Et donc ça, c'est je pense, un élément important pour moi sur la créativité. Je pense que je ne pourrais pas être créatif en étant... en mouvement permanent. Voilà. Donc c'est un peu l'alternance, j'allais dire, des mouvements, des phases de très fort mouvement et de repos qui m'aident, moi, en tout cas. Voilà, c'est une forme de réponse. Hein. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Mais... Écoute, il n'y a pas de bonne réponse. Comme tu le dis, chacun a son chemin ou son expérience personnelle. Quelle est la suite pour toi, là? La retraite à 64 ans. C'est pas sûr encore. Non, ça, c'est pas sûr encore. Bon, j'ai créé Mirovaille il y a 10 ans, donc je continue à me projeter. Je pense encore une fois qu'on a un rôle à jouer encore dans les années qui viennent. Mais voilà, maintenant, je passe beaucoup de temps je commence déjà à passer beaucoup de temps à transmettre. Je pense que c'est essentiel. Je parle beaucoup et j'essaye de parler beaucoup aussi à des jeunes. J'accompagne bon, tu as parlé de So Good, on pourrait parler de Chute aussi, qui est une équipe de jeunes qui a monté ce journal que je trouve formidable sur le numérique. Voilà, donc je pense que c'est important à un moment donné de faire de la transmission. Tu es sur un projet d'écriture ? Je suis sur plusieurs projets d'écriture. Plusieurs projets. Alors, il y en a un dont je peux parler parce qu'il va sortir au mois d'août. C'est un livre d'entretien que je fais avec Dominique Bourg, le philosophe, et qu'on a donc un projet qu'on a démarré l'été dernier en Arles, pendant le festival Agir pour le vivant. Donc, ça sera publié par Actes Sud. Et donc, on a fait une résidence d'écriture fin août en Arles et on échange sur... la finance en ces temps d'effondrement, puisque c'est la vision de Dominique Bourg, c'est qu'on est face à une période d'effondrement. Et donc, comment est-ce qu'on réagit à cette vision-là quand on fait de la finance ou quand on est un acteur du monde économique? Effondrement au pluriel ? Effondrement sans doute au pluriel, parce qu'on a un effondrement écologique qui est une évidence. On a un effondrement de la biodiversité aujourd'hui qui est assez catastrophique. Et là, en tant que membre du conseil d'administration de WWF France, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mais on a un effondrement aussi clairement aujourd'hui de la vie en société, de la vie en démocratie, de la capacité à créer du consensus. On le voit tous les jours avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc oui, on a beaucoup d'effondrements, oui. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu à ce micro et de t'être confié. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci à Philippe Zawati d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes questions. Je vous recommande la lecture de son dernier ouvrage, Discours sur l'état de l'Union, chez Brochet. Philippe anime Billet Vert, un podcast chez So Good Radio, et vous pouvez suivre ses actus via son compte LinkedIn. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Merci et à bientôt.